Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Jonathan Simon Selem, confiné dans un hôtel de Jérusalem en ce jour de Yom Ha'atzmaut, la fête d'indépendance de l'État d'Israël. Et je vais profiter de ce Yom Ha'atzmaut, de ce confinement, pour vous lire un extrait de l'ouvrage qui vient d'être publié, qui est déjà dans les top 10 des ventes sur Amazon. Les vrais protocoles des sages de Sion, qui est en fait l'intégrale du premier congrès sioniste de 1897, qui mènera 50 ans plus tard, 50 ans et 9 mois plus tard exactement, à la création, à l'indépendance de l'État d'Israël. Et je vais vous lire un extrait d'un texte un discours, il va falloir s'imaginer ça comme un discours, se mettre dans la peau, de Max Nordau, qui était un des plus grands du sionisme de l'époque, l'un des plus proches de Théodore Herzl. Et Max Nordau nous parle ici de l'émancipation et de l'identité juive. Alors, c'est plusieurs pages. J'en profite. Je ne suis pas Max Nordau. Je n'ai pas son coffre ni son talent. Mais si ça vous intéresse, que vous êtes en France, vous pourrez déjà retrouver l'ouvrage sur Amazon. Et ceux qui sont en Israël, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Donc, on est en plein milieu du discours. C'est le troisième discours après l'ouverture, celui qui vient juste après Théodore Herzl. Celui qui veut noyer son chien, explique le proverbe, l'accuse d'abord d'avoir la rage. Les gens attribuent chaque vice aux Juifs afin de se prouver qu'ils ont raison de les détester. Mais ce qui prime en réalité, c'est que les gens détestent les Juifs. Je dois faire une déclaration douloureuse. Les peuples qui ont émancipé les Juifs se sont livrés à l'auto-tromperie quant à leurs sentiments. Pour qu'elle produise son plein effet, l'émancipation aurait dû être accomplie dans le ressenti avant d'être promulguée en droit. Or, ce ne fut guère la réalité. À l'opposé d'ailleurs, l'histoire de l'émancipation des Juifs est l'un des chapitres les plus singuliers de l'histoire de la pensée européenne. Cette émancipation n'a pas reposé sur la reconnaissance des graves torts causés à un peuple, des traitements effroyables qu'on lui a infligés, si bien qu'il est temps de réparer des fautes millénaires. Elle n'est que la conséquence de la pensée linéaire, du rationalisme français du XVIIIe siècle. Ce rationalisme s'est raffiné au moyen de la logique pure et sans référence aux sentiments vivants, des principes aussi stricts que des axiomes mathématiques, et s'est acharné à mettre en application dans le monde réel ce système de raison pure. On reconnaît l'exclamation qui signe l'application de la politique de la méthode rationaliste. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. L'émancipation des Juifs offre un autre exemple d'application quasiment automatique de cette méthode. La philosophie de Rousseau et des encyclopédistes avait abouti à la Déclaration des droits de l'homme. De cette dernière, la stricte logique humaine du grand chambardement a fait dévier l'émancipation des Juifs. C'est un syllogisme véritable. Les hommes ont des droits de par leur nature, or les Juifs sont des hommes. Donc, les Juifs ont des droits de par leur nature. Et donc, les Juifs furent déclarés égaux en droit sur le sol de France, non en raison d'un quelconque sentiment de fraternité à leur endroit, mais parce que la logique de Rousseau l'exigeait ainsi. Le sentiment populaire s'y opposait certes, mais la philosophie du grand chambardement plaçait les principes au-dessus des sentiments de la population. Excusez cette expression et n'y voyez aucune ingratitude, mais si les hommes de 1792 ont émancipé les Juifs, c'était pour rester à cheval sur leurs principes et non pour une autre raison. Le reste de l'Europe occidentale a imité l'exemple de la France, non pas non plus sous la pression du sentiment, mais plutôt parce que les peuples civilisés se sentaient soumis à une sorte de contrainte morale à adopter les avancées de la Grande Révolution. De même que la Révolution française a imposé au monde le système métrique, elle a créé une sorte de maître étalon intellectuel et moral que les autres peuples ont intégré à leur corps consentant ou défendant pour mesurer le degré de leur civilisation. Un pays qui prétendait avoir une civilisation avancée devait posséder certaines institutions créées, approuvées ou développées par la Grande Révolution. Par exemple, la représentation populaire, la liberté de la presse, le procès par jury, le partage des pouvoirs. Désormais,
L'émancipation juive était également l'un des meubles institutionnels indispensables d'une maison politique hautement civilisée, plutôt la manière dont un piano ne devrait pas manquer dans un salon approprié, même si personne dans la famille ne sait y jouer. Ainsi, les Juifs d'Europe occidentale ont-ils été émancipés non pas à cause d'une impulsion de l'âme, mais à l'imitation d'un mode politique, non pas parce que les peuples avaient décidé de leur cœur d'étendre la main de la fraternité aux Juifs, mais plutôt parce que les esprits dirigeants avaient accepté un certain idéal européen de civilisation qui exigeait, entre autres, que l'émancipation juive soit inscrite dans le code de droit. Il n'y a qu'un seul pays auquel tout ce qui précède ne s'applique pas. C'est l'Angleterre. Les progrès réalisés par le peuple anglais ne sont pas imposés de l'extérieur, c'est un développement de l'intérieur. En Angleterre, l'émancipation juive est une réalité. Ce n'est pas simplement quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de vécu. Elle avait été accomplie dans le sentiment bien avant d'être explicitement confirmée par le législateur. Par respect pour la tradition, il y avait en Angleterre une certaine réticence à abolir formellement les restrictions légales sur les droits des non-conformistes, alors que les Anglais avaient déjà depuis une génération entière fait aucune distinction sociale entre chrétiens et juifs. Évidemment, lorsqu'une nation jouit d'une vie intellectuelle forte, elle ne peut songer à s'écarter des courants intellectuels divers, ainsi que des dévoiements de son temps. Et l'on observe en Angleterre aussi des cas isolés d'antisémitisme. Dernière chose entendue, dernière mode chic. Mais au-delà de tout ceci, vous comprendrez par l'analyse qui suivra de M. Jacob de Haas que les chiffres nous montrent une bonne situation des Juifs en Angleterre, si ce n'est la meilleure, puisse-t-on avoir comparée à celle d'autres pays qui vous seront présentés. L'émancipation a complètement changé le caractère du Juif et en a fait une nouvelle créature. Le Juif, sans droits légaux, dans la période précédant l'émancipation, était un étranger parmi les peuples. Mais il ne pensa même pas un instant à se rebeller contre cette condition. Il se sentait membre d'une tribu spéciale qui n'avait rien de commun avec les autres habitants du pays. Il n'aimait pas le morceau de tissu jaune que les Juifs étaient obligés de porter sur leur manteau, car c'était une invitation officielle pour la foule à commettre des brutalités approuvées à l'avance par les autorités. Pourtant, il insistait librement sur sa particularité plus fortement que n'importe quel tissu jaune n'aurait pu le faire. Partout où les autorités ne l'ont pas muré dans un ghetto, il en a érigé un pour lui-même. Il voulait habiter avec son propre peuple et n'avoir rien d'autre que des relations d'affaires avec ses voisins chrétiens. Au mot de ghetto, il y a maintenant des connotations de disgrâce et de dégradation. Le psychologue racial et historien de la culture reconnaît cependant que le ghetto, quel que fût le peuple, aurait pu être perçu par les Juifs du passé comme n'étant pas une prison, mais un lieu de refuge. C'était pour lui son univers propre, sa patrie intellectuelle et spirituelle. Le Juif pouvait rencontrer des gens qui appréciaient sa juste valeur, qui étaient comme lui. Le ghetto représentait tout simplement une société dans laquelle la notoriété juive représentait tout. Toutes les valeurs de la judéité étaient alors mises à l'honneur dans le but de les cultiver, afin que tout le monde puisse vous admirer. Si ce qui était prisé dans le ghetto était méprisé hors du ghetto, quelle importance! L'opinion du monde extérieur au ghetto ne comptait pas. C'était celle d'ennemis ignorants. On s'efforçait de plaire à ses frères, et cela suffisait à donner sens à votre vie. Et puis, seul le ghetto a permis aux Juifs de survivre aux persécutions de l'époque médiévale. De ce point de vue-là, le Juif avait l'air de mener une existence satisfaisante, du moins spirituellement, car, il est vrai, en dehors de son cocon, il lui était très difficile d'affronter les ennemis qui ne cessaient de le menacer. Mais chez lui, à l'intérieur de ce refuge, il pouvait se sublimer à la perfection, car il se trouvait en harmonie avec les siens, et aucun des éléments normaux de la société ne parvenait à les perturber. La seule chose qui comptait était de se construire un rempart invisible qui dépassait de loin les murailles, qui entourait ce refuge en protégeant ce qu'il représentait pour les Juifs. Tous les us et coutumes juifs n'avaient en fait d'autre but, d'ailleurs inconscient, que de préserver la judéité en se démarquant des peuples, d'entretenir la communauté juive,
de rappeler sans cesse à l'individu juif qu'en abandonnant sa spécificité, il se perdait lui-même. La foi était rattachée à ce besoin constant de se démarquer, d'être différent, et nous le retrouvions dans la majorité des rituels juifs, même chez le moins pratiquant d'ailleurs. Beaucoup de signes distinctifs dans le comportement, le vêtement, étaient sacralisés afin d'assurer une certaine observance. Le caftan, les papillotes, le streimel, l'argot juif n'ont de toute évidence rien de religieux. Mais aux yeux des méfiants juifs orientaux, s'habiller à l'européenne et parler correctement une quelconque langue semble déjà un pas en direction de l'apostasie. Car celui qui agit ainsi a déjà rompu les liens qui le rattachent à ses congénères, et ces derniers sentent que seuls ces liens garantissent cette appartenance à une communauté sans laquelle l'individu ne peut, à terme, s'affirmer sur le plan moral et spirituel, et finalement, en tant qu'être humain. C'était donc la psychologie du juif de ghetto avant l'émancipation. Les juifs étaient assurés d'être de vrais citoyens du pays dans lequel ils étaient nés, ce qui eut un effet aguichant sur les chrétiens qui avaient écrit cette loi et ajoutèrent même quelques gloses positives et chaleureuses. Le juif prit une sorte d'ivresse, se hâta de couper tous les ponts derrière lui. À présent qu'il avait une nouvelle patrie, le ghetto n'avait plus vraiment son importance. La possibilité de nouer d'autres relations rendait superflu son attachement à ses coreligionnaires. Ainsi, il put s'adapter sans grande difficulté à sa nouvelle condition. Naguère, cet instinct lui dictait de se dissocier, et à présent, il l'invitait à se rapprocher. Le contraste salvateur faisait place à un profit de mimétisme. Pour une ou deux générations, suivant le pays, et avec un étonnant succès, le juif pouvait se croire seulement français, seulement allemand, italien comme les autres, puisqu'il puisait à la même source culturelle que ses compatriotes de cette communauté de vie indispensable à l'être humain pour s'épanouir complètement. Et voilà qu'après avoir été en sommeil durant 30 à 60 ans en Europe occidentale, l'antisémitisme remonte depuis 20 ans environ des profondeurs de l'âme populaire et dévoile aux yeux du juif horrifié sa véritable situation qu'il ne percevait plus. Évidemment, il avait le droit de vote, mais on ne l'invitait plus aux assemblées ou aux associations en tout genre. Il pouvait marcher là où le cœur lui disait, mais il se trouvait toujours face à des inscriptions comme « entrée interdite aux juifs ». Il avait toujours le droit d'exercer toutes les charges qui sont l'apanage d'un citoyen, mais les autres de droit plus nobles, ceux qui récompensent les dons et compétences, lui étaient brutalement déniés. Voilà quelle était la situation actuelle du juif émancipé d'Europe occidentale. Il a abandonné son identité juive unique et les peuples au sein desquels il s'est fondu lui déclarent qu'il n'a pas pour lui acquis la même valeur. Ses congénères, il les fuit, car l'antisémitisme lui a rendu odieux. Ses compatriotes le repoussent quand il veut se mêler à eux. Il a perdu le ghetto, son ancienne patrie, et sa nouvelle patrie, son pays natal, se dérobe sous le poids de la réalité. Le sol est devenu mouvant. Il se dérobe sous ses pieds. De ses compatriotes chrétiens, il ne peut attendre justice, encore moins de bienveillance, ni pour son être, ni pour ses actes. Il a le sentiment que le monde entier lui en veut et ne voit pas où il pourrait trouver de la chaleur humaine. Quand il en a besoin, il la recherche. Voilà ce que j'appelle la misère morale des Juifs. C'est la privation morale des Juifs qui est la plus amère. Elle est bien plus amère que physique, car elle afflige des personnes plus sophistiquées, plus fières et plus sensibles. Le Juif émancipé est sans ses racines, peu sûr de ses relations avec ses voisins, craintif dans ses contacts avec les étrangers, méfiant des sentiments secrets, même de ses amis. Il consacre le meilleur de ses forces à réprimer ainsi qu'à anéantir, tout ou au moins à dissimuler péniblement le plus intime de lui-même, car il craint de révéler que cette part est juive. Et il n'a jamais le plaisir de se montrer tout entier tel qu'il est, d'être lui-même dans toutes ses pensées, tous ses sentiments, toutes ses inflexions de sa voix, tous les battements de ses paupières, tous les mouvements de ses doigts. Intérieurement, il est mutilé,
extérieurement inauthentique et donc toujours ridicule. Et tous les esprits élevés, tous les esthètes le rejettent, comme ils le font pour tout ce qui est en toc. Je vous laisse découvrir la suite. Je rappelle pour ceux qui ont pris en cours, c'est un extrait du livre Les vrais protocoles des sages de Sion, qui est disponible sur Amazon, qui est en commande dans toutes les librairies. Il a été publié début avril 2020. C'est un vrai chef-d'œuvre. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est un vrai chef-d'œuvre pour ceux qui aiment l'histoire juive et l'histoire d'Israël. Je vous souhaite à tous, en ce jour de Yom Ha'atzmaut, on a entendu passer l'avion, une excellente journée, une bonne fête à tous et une bonne fin de confinement, je l'espère.